Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le procès des attentats de Nice, qui a fait 86 morts en 2016 sur la promenade des Anglais, il s'est achevé ce mardi 13 décembre par la condamnation des accusés à des peines allant de 2 à 18 ans de prison. Il y a 6 mois, c'était un autre procès historique qui se terminait, celui des attentats du 13 novembre 2015. Des attentats qui avaient causé la mort de 131 personnes. Des procédures judiciaires hors normes, inédites en France, qui avaient pour lourde mission d'assurer un équilibre entre la parole des victimes très nombreuses et celle des accusés. Quels enseignements tirer de ces procès ? La France est-elle aujourd'hui mieux équipée pour faire face à de tels événements ? Bonjour Sylvie Topalov. Bonjour. Vous avez été notamment une des avocates des victimes de Nice, mais aussi une des avocates des victimes des attentats du 13 novembre. Peut-être faut-il distinguer ces deux procès auxquels vous avez participé et puis nous expliquer ce que ces victimes attendaient de vous. Oui, alors ces procès étaient très différents. Dans le cas du 13 novembre, nous avions affaire à une cellule terroriste organisée depuis la Syrie, qui avait à la fois envoyé des combattants djihadistes pour perpétrer les attentats et des complicités des intervenants sur place en Belgique qui sont intervenus sur le sol français. Dans le cas de Nice, c'est tout à fait différent. Dans le cas de Nice, ce sont des Niçois qui sont accusés. Et surtout, on n'a pas affaire là à une cellule terroriste organisée depuis la Syrie. Alors, ça n'est pas pour autant un loup solitaire. Laouesh Boulel, qui a perpétré l'attentat, vivait dans un environnement qui ne pouvait pas ignorer sa radicalisation et sa fascination pour la violence. Donc, mais néanmoins, si vous voulez, dans l'attentat de Nice, la difficulté, c'est que l'auteur de l'attentat n'est plus là. Il a été abattu par les forces de l'ordre, et donc il faut faire avec ce vide. Et ce n'est pas les accusés qui aujourd'hui comparaissent, non pas pour des faits de complicité ou pour avoir été co-auteurs de l'attentat, il ne faut pas l'oublier, mais simplement d'avoir participé à une association de malfaiteurs terroristes qui sont jugés, et ceux-là, dans la mesure où ils n'ont pas directement participé à l'attentat, ne peuvent pas compenser le fait que l'auteur n'est plus là et que l'auteur a été exécuté. Alors, cet attentat est tellement épouvantable que, évidemment, la tentation de la consolation, c'est de charger ceux qui sont dans le box. Sauf que aucun élément, aucune charge ne démontre qu'ils ont été ni complices, ni co-auteurs, et ni même qu'ils savaient exactement la nature de l'attentat qui allait être perpétré par Laouesh Boulel. Donc c'est extrêmement difficile. Alors, les peines qui ont été prononcées sont lourdes, sévères. 18 ans d'emprisonnement pour les deux accusés qui étaient ses proches. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces accusés ? Alors, la Cour retient le fait qu'ils l'ont accompagné, inspiré, encouragé, incité. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que il ne pouvait pas ignorer sa radicalisation, mais une radicalisation récente. Il ne pouvait pas ignorer son goût, au-delà du goût d'ailleurs, le caractère extrêmement violent. Le fait qu'il visionnait des vidéos de Daesh et qu'il était obsédé par ces questions. Partant de là, la Cour dit qu'au fond, ils avaient tous les éléments pour voir ce qui risquait de se passer. Et en conséquence, donc ils auraient dû alerter les autorités, intervenir auprès de lui, voilà. Or, ils l'ont conforté, ils ont continué de discuter avec lui, ils sont montés dans son camion. Alors, monter dans le camion, il y a des questions qui se posent. Mais pourquoi est-ce qu'il loue ce camion ? À quoi ça correspond ? Il monte dans le camion. Il n'est pas établi qu'il s'agissait de faire des repérages, mais il monte dans le camion de quelqu'un qui a ce profil extraordinairement violent, inquiétant. Donc, alors, est-ce que ils n'ont pas posé les bonnes... Alors, surtout, dans les échanges entre eux, il y a incontestablement un goût partagé pour une violence exacerbée. Maître Topalov, selon vous, ces deux personnes qui ont été condamnées à 18 ans de prison, est-ce qu'elles l'ont été parce qu'elles ne pouvaient pas ignorer, ou bien parce que, précisément, l'un des rôles de ces procès,
il faudra en discuter, c'est d'avertir de futurs accusés potentiels que s'ils prêtent main forte de manière consciente ou moins consciente à un attentat, eh bien ils risquent de lourdes pertes de prison. Absolument. Je pense que c'est la leçon de ce verdict. Néanmoins, il y a quand même un malaise autour de cette décision, si vous voulez. On a quand même l'impression que on a tous une dette à l'égard des Niçois. Je crois que la collectivité a très vite regardé ailleurs. Alors, est-ce que c'était parce que c'est pas la capitale, parce que c'est en province, est-ce que c'est la proximité des vacances, est-ce que c'est parce que c'était trop horrible, parce que c'est des enfants, parce que c'est un enfant dans une poussette qui est écrasé par le camion. Un niveau d'atrocité. Donc voilà, donc on a pudiquement tourné le regard, mais c'est vrai. Alors peut-être aussi que notre capacité d'empathie avait été complètement absorbée par les attentats du 13 novembre. Enfin, force est de constater que cet attentat n'a pas eu le même retentissement. Et je crois que ça participe de ce mouvement pas de ressentiment, c'est pas le mot, mais en tout cas de colère de la part des victimes de Nice qui se sont quand même senties un peu délaissées, qui n'ont pas bénéficié. Alors, évidemment, il y a eu... est-ce qu'ils n'avaient pas la même distance? Est-ce qu'il n'y avait pas ce fameux mot d'ordre des victimes du 13 novembre, vous n'aurez pas ma haine? Voilà, donc d'une certaine façon, c'était comme leur reprocher à eux d'avoir été dans la haine quand les victimes de Paris ne l'étaient pas. Or, cette distinction n'a pas lieu d'être. Donc je pense aussi qu'une des fonctions de ce procès, c'était que la France s'arrête à ce qui s'était passé et prenne la mesure. Mais là aussi, c'est quand même une déception. Ça n'a pas été du tout couvert par la presse et les médias de la même façon que le procès du 13 novembre. Hein, on n'a pas de compte-rendu régulier dans la presse nationale, etc. Là aussi, il y a eu une petite sur distance. France Culture, il y a eu... France Culture a été parfait, puisqu'on a eu en permanence une journaliste absolument formidable qui a effectivement rendu compte. Mais ça n'a pas été le cas de tous les médias. Et je crois que ça a été aussi mal ressenti. Ils l'ont dit d'ailleurs à l'audience. Hein, ils se sentent des victimes de seconde zone. Et vraiment, c'est particulièrement injuste. Pourquoi s'est-il tenu à Paris, ce procès, maître Parce qu'il y a une Topalov ? compétence exclusive de la juridiction parisienne sur tous les faits terroristes. On a un parquet national antiterroriste, on a des juridictions spécialisées. Ça aussi, c'est une bonne a chose. été très mal vécu. C'est-à-dire, on a considéré, les Niçois ont dit, mais enfin, c'est plutôt à la justice de se déplacer et d'aller vers nous, plutôt que de nous obliger, nous, à venir jusqu'à Paris ou à suivre ce procès dans des salles de retransmission où on n'a effectivement pas le même sentiment de présence et de participer à l'œuvre de justice. Et c'était un procès aussi techniquement complexe. Il y avait des accusés qui n'étaient pas là avec des témoignages à distance. Cela a été là aussi un frein peut-être pour la médiatisation, pour la compréhension de ce procès, maître Topalov. Oui, et il faut quand même reconnaître que dans le procès de Nice, dans le box, on a pas des petites mains, mais des comparses, pas des complices. Et donc, c'est quoi la différence entre... L'enjeu est moins fort. Complice, comparse, mais comparse n'est pas un terme juridique. Complice, c'est qu'on peut vous reprocher des faits de complicité, c'est-à-dire qui ont permis au fait de survenir. Là, si vous voulez, personne ne reproche à ces deux accusés qui ont été condamnés à 18 ans d'avoir su qu'il allait se servir du camion pour foncer dans la foule. Non, il n'avait pas... Et pour autant, l'association de malfaiteurs terroristes peut être constituée, même si on ne connaît pas exactement les modalités de l'attentat. Justement, cette notion association de malfaiteurs terroristes, elle a été qualifiée de notion parapluie parce qu'elle est très très large. Finalement, lorsque vous fournissez un objet à quelqu'un qui va commettre un acte terroriste, eh bien alors vous êtes susceptible d'être condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Justement, expliquez-nous, dans ce cas-là, maître, votre intime conviction, est-ce que ces personnes n'ont pas voulu savoir? Est-ce que finalement, elles ne pouvaient pas savoir, mais elles auraient dû malgré tout alerter parce que cet homme était de manière évidente un sociopathe, un psychopathe, je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin, il y avait des signaux d'alerte. Non, oui, il y avait
des signaux d'alerte. Il n'y a pas non plus altération du discernement. C'est une personnalité, c'est sûr, extrêmement limite, mais on n'est pas dans l'absence de discernement. Alors, si vous voulez, cette incrimination d'association de malfaiteurs terroristes, effectivement, est extrêmement limite subtile. Si vous voulez, si vous fournissez une arme à quelqu'un, et alors que vous savez qu'il adhère au djihad islamique, qui soutient l'État islamique et qui considère que ceci devrait avoir un État, qui soutient plutôt les attentats contre Charlie Hebdo, là, vous pouvez être retenu dans la qualification d'association de malfaiteurs terroristes, puisque en donnant cet objet ou cette arme, ou en participant, vous ne pouvez pas ignorer que le risque existe d'un passage à l'acte terroriste, même. Et c'est ça la difficulté. Si vous ne savez pas exactement quelles vont être les modalités de l'attentat, le jour, etc. C'est la question. C'est le camion. Voilà. Il va louer un camion le plus puissant possible. Il va louer un 19 tonnes. Mais ils montent dans ce camion, l'un et l'autre. Ils se photographient dans ce camion. Ils sourient, ils font des doigts d'honneur. Donc, alors, pour autant, il ne savait pas nécessairement que le 14 juillet, à 22h, après le feu d'artifice, il allait fonder dans la foule. Mais le risque, compte tenu de la personnalité extrêmement, limite, exaltée, violente de la Wesh Boulel, était problématique. Donc, en gros, le message, c'est « faites attention ». Et si vous voulez continuer de débattre avec un type tellement exalté et tellement engagé dans cette cause, est évidemment de nature à engager votre responsabilité. C'est en tout cas ce que dit la Cour. Il partageait cette cause, maître ? Alors, il est extrêmement difficile de dire qu'il partageait cette cause. Ils en parlaient, en tout cas. Et il n'y a pas de limite apportée par les accusés. Il n'y a jamais un frein, si vous voulez. Il n'y a jamais... Alors, d'ailleurs, les deux accusés ne sont pas exactement dans la même situation. Il y en a un qui est beaucoup plus engagé dans le débat avec lui, qui parle de camions, de foncer dans la foule, etc. Donc, les conversations témoignent d'une absence de distance, en tout cas, de ce que j'appelle les comparses. Une cour d'assises n'aurait pas été adaptée à juger ce type de crime, maître Topalov ? Si vous voulez, c'est une cour d'assises qui juge, à cette différence près que c'est une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire que seule, elle est composée de magistrats professionnels et pas de jurés populaires tirés au sort. C'est une question de protection des citoyens. C'est évidemment dans ce domaine-là. Il y a cette question, mais en dehors de ça, est-ce que le fait d'avoir affaire à des juges professionnels, est-ce que cela change la nature du procès ? Si vous voulez, on a des magistrats professionnels et des magistrats qui connaissent le dossier. Donc, on est moins dans le ressort émotionnel. Donc, le travail à nous, auxiliaires de justice, avocats des parties civiles, avocats de la défense, est quand même différent. Alors, le rôle justement des avocats qui représentent des victimes, le rôle aussi dévolu aux victimes dans ces procès, ça c'est quelque chose d'inédit parce que malgré tout, pour ceux qui voulaient les entendre, on a beaucoup entendu les victimes. Il y a eu aussi un moment peut-être de recueillement national à l'occasion de ces procès, ou en tout cas un moment où on a pu communier en pensée avec leur souffrance, même si cela ne les apaise pas. Pardonnez-moi, le terme de recueillement ne convient pas. On est quand même dans une enceinte de justice, donc c'est pas de recueillement dont il s'agit. Il s'agit plutôt de partager que ce qui a été subi, les souffrances infligées et qui perdurent aujourd'hui, soient entendues, recueillies, les victimes viennent déposer. Et donc, c'est un moment qui est important parce que la collectivité peut prendre conscience de l'immensité des dommages qui ont été causés. Mais c'est vrai que la difficulté toujours, c'est justement d'éviter de tomber dans le recueillement, d'éviter... alors, on évoque, on raconte, etc. Mais on n'est pas là... C'est pas non plus une enceinte religieuse. Non, mais il y a une forme de solennité quand même liée absolument, à la justice. Absolument, bien sûr. D'ailleurs, elle a été rappelée par le président de ce tribunal à plusieurs reprises pour évoquer le fait que les échanges devaient être empreints d'une certaine forme de voilà, solennité. et de la même façon qu'il s'est
rappelé à l'ordre de façon très ferme les applaudissements qui ont jailli dans la salle d'audience quand les 18 ans fermes ont été prononcés. Si vous voulez, il y a eu un moment d'inquiétude. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle des avocats des parties civiles, puisque souvent les gens s'interrogent sur mais à quoi vous servez, puisque on comprend bien quel est le sens des avocats de la défense, des avocats des parties civiles, ça apparaît moins évident. Mais c'est effectivement parce que les victimes participent à la manifestation de la vérité, ont des questions à poser et le font par l'intermédiaire de leur avocat. Mais je crois que le rôle des avocats aussi, c'est d'accompagner les victimes dans la compréhension du mécanisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour recueillir des peines qui doivent être aussi élevées que les souffrances qui ont été infligées. Il faut sortir d'un système de vengeance. Et donc, le rôle des avocats à ce moment-là est de faire comprendre aux victimes qu'en tant que partie civile, voilà ce qu'elles peuvent attendre et ce qui serait absurde de demander à la justice. La justice ne va pas distribuer des peines de prison à hauteur de ce qui a été infligé dans la mesure où nous n'avons pas là les auteurs de l'attentat. Et alors justement, qu'est-ce que ça vous a appris à vous en tant qu'avocate, puisque vous avez participé, donc je le rappelle, aux 2 procès, maître Sylvie Topalov, ceux du 13 novembre et celui de l'attentat de Nice. Je crois quand même que le grand choc, et vraiment j'utilise ce mot volontairement, c'est la déposition des victimes, aussi bien dans le 13 novembre que dans l'attentat de Nice. Je crois que ce moment a été inimaginable. Personne ne sortira indemne de ces auditions qui ont été longues, où on a entendu des histoires absolument invraisemblables. Je prends l'exemple de ma cliente, Madame Benawissi, qui était sur la promenade des Anglais avec sa petite fille de 4 ans, qui voit le camion surgir sur elle, qui comprend qu'elle ne va pas avoir le temps de courir et de l'éviter, et qui a ce réflexe absolument incroyable de plaquer sa petite fille au sol, de la recouvrir de son corps, et qui se passe entre les roues du camion. Si vous voulez, c'est indicible. Elle comprend qu'elle va voir son enfant écrasé devant elle, et elle a ce réflexe incroyable de survie. Il faut vivre après ça, il faut effacer en soi la trace de la mort, il faut reprendre contact avec la vie. Et là, on a perçu, au travers de l'ensemble de ces dépositions, combien c'était des choses quasiment indélébiles. Alors, c'est certain que ces dépositions vont peut-être permettre, certainement pas de tourner la page, mais en tout cas peut-être d'avancer. Merci, maître Topalov. Dans quelques instants, nous serons avec un autre avocat. Il est devenu ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.